Bienvenue dans la seconde partie de notre conversation sur la blanchité qui a eu lieu entre notre invitée Katinka, Agatha et moi, Lirza. Katinka est là car elle est l'autrice d'une thèse sur le travail de Susan Laurie Parks, écrivaine de théâtre afro-américain. Durant cette thèse, Katinka a œuvré pour traduire sa pièce la plus connue, Top Dog, Underdog, et cette traduction l'a menée dans des méandres de réflexion sur sa position de blanche et sur son passé au Rwanda. C'est ce dont on a parlé lors de la première partie, même si on a également nerd out sur la littérature traduite et un peu sur la musique. C'était un épisode particulier pour les poissons, habituellement dans une posture de personne opprimée dans un système patriarcal. Ici, nous avons été dans une posture de dominante dans un système blanc. Ça a évidemment modifié la démarche, qui fut lourde d'importance, et d'ailleurs, c'est à dessein que nous l'avons diffusée la veille de la grève féministe suisse du 14 juin, qui se veut intersectionnelle. Dans la première partie, nous avons beaucoup abordé la question de l'appropriation culturelle, de ce que c'est d'aimer profondément une œuvre, une artiste, et comment aimer responsablement quand des liens de domination dont nous héritons et que nous risquons inévitablement de perpétuer se mêlent. Nous avons discuté du devoir d'information en tant que blanche, de la façon réflexive dont, à notre humble avis, nous devons nous positionner, et enfin de la volonté, excusez-nous l'expression androcentrée, de rendre à César ce qui est à César, culturellement mais aussi économiquement. Dans cette seconde partie que vous allez écouter dans quelques secondes, nous allons plus en profondeur sur notre vécu intime de personnes blanches, sur la prise de conscience de notre blanchité, ou de nos blanchités, et nous abordons des aspects de notre racisme intégré, le tout en posant un cadre théorique pour définir des notions importantes. En effet, Katinka nous aide à définir la blanchité, la culpabilité blanche ou le white guilt, la notion de réparation, la race, la racialisation et peut-être d'autres. Ce fut une longue conversation à laquelle nous avons donné beaucoup d'énergie, mais qui nous a offert beaucoup en retour également. On vous remercie pour votre écoute jusqu'ici et nous espérons que la suite éveillera des réflexions et des remises en question, comme ça a été le cas pour nous. Bisous bisous des poissons. Ma mimi mama. 1, 2, 1, 2. Merci beaucoup Katinka pour ta patience et cet enregistrement très long. Non, c'est un plaisir d'être là. Donc maintenant, comme Agatha l'a dit dans la première partie, on va utiliser cette deuxième partie pour poser plus de cadres théoriques sur ce que c'est la blanchité, mais avant de faire ça, on va rétropédaler, on va revenir sur nos vécus personnels et on va revenir sur nos identifications raciales et surtout comment on s'identifie en tant que blanche, mais on ira un peu plus en profondeur sur nos chemins de vie. Et on va commencer par Agatha. Agatha, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton rapport au fait d'être une meuf blanche? Est-ce que t'en as un? Est-ce que t'en as que dalle? Et puis comment tu négocies avec ça aujourd'hui? Oui, je veux bien vous en parler, c'est d'accord. On l'avait pas du tout préparé comme ça. Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, mes parents sont nés en Pologne et ont immigré en France juste avant ma naissance, donc je suis née sur le territoire français, 2 parents polonais, j'ai parlé polonais avant de parler français. J'ai donc grandi en France où pendant notamment, je pense au programme d'histoire, on parlait beaucoup de la Deuxième Guerre mondiale et la Première évidemment aussi, mais la Deuxième Guerre mondiale, mine de rien, quand j'étais à l'école, elle était pas si loin quoi, parce que je suis née 40 ans après sa fin. À peu près. Donc c'était encore très brûlant, les personnes qui l'avaient vécu étaient encore vivantes, etc. Et puis moi je me souviens de ma position de polonaise et d'être hyper fière du fait que mes parents étant polonais, je ne pouvais pas avoir pris part à la collaboration telle que les grands-parents de mes copains de classe avaient pu. Je disais toujours, moi je peux pas avoir la famille pétainiste quoi. Dans ma famille il n'y a pas de collabo. Je me distanciais finalement de mes camarades et ça me soulageait beaucoup de ne pas être française mais d'être polonaise. Et je le revendiquais à ce moment-là. Et puis je me souviens de la découverte du rôle finalement des Polonais dans la guerre et notamment dans la déportation des Juifs et du ghetto de Varsovie et que ça a été une première grande blessure de me dire en fait c'est pas aussi manichéen que ça. Et puis bien sûr que la Deuxième Guerre mondiale, même dans les pays de l'entente, il y a eu des personnes qui ont finalement collaboré à l'horreur qui s'est produite. Et puis même si mes grands-parents ont été déportés, c'était pas suffisant pour dédouaner le peuple polonais en entier. Mais je me raccrochais encore au fait que mes grands-parents étaient déportés. Donc quand même, mon histoire familiale ne se retrouvait pas du côté des oppresseurs. Donc, en gros, vous étiez du côté des bons. Exactement, des gentils. Ouais. Et des gentils parce qu'opprimés en fait. Ouais. Parce qu'envahis par les Russes, parce qu'envahis par les Allemands, et parce que traités finalement aussi comme des moins que rien, parce que les Slaves, c'est quand même slave, quoi. Donc ça, c'était un truc qui était important, c'était un peu genre not all white, quoi. Ouais, donc je découvre que c'est pas aussi manichéen que ça, mais je continue à me raccrocher au fait que ma famille n'a pas cette histoire-là. Et puis en plus, la France a cette façon d'envelopper finalement toutes les questions autour de la notion de la République, donc je me cachais derrière ça, j'étais là, de toute façon...
On est dans une république, il n'y a pas de différence entre les gens, etc. Ensuite, il y a la question des colonies. La Pologne n'est pas un pays colon. Donc je me sens toujours distanciée, je me sens toujours du côté des gentils, jusqu'au moment où je me rends compte par mon vécu que malgré tout, dans la rue, je suis quand même blanche et qu'il faut quand même avoir accès à mon nom de famille pour comprendre que je ne suis pas française de racine. Et du coup, cette prise de conscience, elle se fait notamment dans la ville dans laquelle j'ai grandi, Nice, qui est une ville où il y a une immense immigration maghrébine. Ça me permettait de me dire, de toute façon, je peux pas être raciste parce que je suis étrangère et ça n'existe pas en fait. Et parce que je viens de personnes persécutées. Exactement, et que j'ai un passé de peuple persécuté et donc je suis pas du côté des dominants, etc. Et puis, j'ai lu cette anecdote qui m'a fait beaucoup réfléchir, dont parle Miano dans son livre sur l'opposé de la blancheur. Elle est en train de signer des ouvrages, parce qu'elle est autrice, elle est en train de signer des ouvrages dans un salon du livre, et il y a une personne qui vient pour faire signer son livre et qui dit... j'ai peut-être l'air, mais je suis pas cette personne, cet homme cis blanc, en fait, je suis trans. Pour créer du lien avec Leonora Miano, qui est noire, et pour dire, non, moi aussi je suis du côté des opprimés et des personnes silenciées. Et en fait, elle raconte cette anecdote, elle signe tout en se disant dans sa tête, en fait, toi, t'as quand même l'air d'un homme cis blanc dans la rue, et moi, j'ai quand même l'air d'une femme noire. Et en fait, ce qui est amusant dans cette anecdote, c'est que moi, je me suis complètement reconnue du côté de la personne trans. Ouais, ok. Tu vois, d'être cette personne qui dit, mes parents, ils sont polonais. Je suis née sur le territoire français, mais mes parents, ils viennent de Pologne, ils sont réfugiés politiques, donc je comprends ce que tu vis. Or, je ne suis pas maghrébine. Et donc, je n'ai pas le vécu d'une personne maghrébine. Et ça, je le comprends beaucoup plus tard. Mais sur le moment, quand je lis cette anecdote, ça m'a vachement interpellée parce que c'est exactement ce que je vis. C'est un peu ce truc de « Non, mais moi aussi, je suis étrangère, je te comprends. Moi aussi, j'ai parlé une autre langue avant de parler le français. J'ai parlé polonais en premier et tout ça. » Et donc, en fait, finalement, la prise de conscience de ma blanchité, elle vient au fur et à mesure de ce que j'expérimente, de finalement la façon dont je suis traitée et regardée dans la rue, comment on me renvoie à ma blanchité, le fait que finalement je n'ai pas le vécu des personnes racisées, enfin en tout cas je n'ai pas ce vécu-là parce que je ne subis pas de discrimination, j'ai aucun problème pour trouver un travail, je m'inscris facilement dans plein de démarches du quotidien qui me semblent simples du fait de ma blanchité et qui ne sont pas simples pour plein d'autres populations. Et d'ailleurs, je repense à un moment où je suis étudiante et je travaille dans un restaurant où le patron, je travaille de façon non déclarée dans son restaurant, donc il s'en fout de mon nom de famille, et il me prend, il me dit c'est Agatha qui vient travailler, il me paye à la fin de chacun de mes services 30 €. Et un jour, il me dit va prendre mes clés, et sur ces clés, il y a une croix gammée et un aigle du Troisième Reich, et il rigole. Et là, à ce moment-là, moi je suis hyper choquée et je lui dis mais tu sais que je suis polonaise d'origine, mon nom de famille c'est Miszczek. Et quand il a appris ça, il m'a chassée. Sa mère, qui travaillait aussi dans le restaurant, a pris un couteau et m'a demandé de quitter immédiatement. Je suis partie en courant. C'était vraiment des nazis, en fait. Ouais, c'était des nazis. Mais non. Et en fait, c'est la seule fois où j'ai expérimenté un truc qui peut arriver à des personnes racisées, du fait de mon nom de famille, mais qui jusque-là était camouflé parce qu'en fait, je suis blanche. Ouais, et, incroyable. J'ai expérimenté cette violence-là parce que là, j'étais face à des nazis qui, en fait, j'étais polonaise, donc j'étais à abattre, quoi. Tout ça pour dire que ma blanchité, en fait, l'expérience de ma blanchité, elle s'est construite au fur et à mesure. Je me suis toujours justifiée. En fait, le fait que mes parents étaient étrangers, j'ai pas tout de suite pris conscience que ça se voyait pas sur moi. Et que finalement, c'est avec des expériences et du vécu, en écoutant d'autres vécus, que j'ai réalisé que, en fait, j'avais pas le même vécu qu'eux, même si j'avais l'impression et que j'éprouvais de la solidarité. Mais par contre, je me suis toujours positionnée du côté des personnes étrangères dans leur pays, quoi. Ouais. J'ai toujours eu l'impression de faire partie de ce groupe. Étrangère, mais pas forcément racisée, ou bien. Mais tu vois, la notion de la blanchité, elle est venue très tard. Ouais, c'est Pour ça. moi, il y avait un couvercle qui était étrangère. Et je mettais tout le monde là-dedans. Je n'avais pas compris à ce moment-là que finalement, le fait que je sois pas racisée changeait mon vécu au quotidien. Ouais. Et il y a quand même un truc que je voudrais rajouter, c'est qu'en France, il y a une interdiction, une espèce de tabou autour de la notion de racisme, parce qu'on met un couvercle de la République pour essayer de gommer toutes les particularités des gens, parce que c'est trop dur, en fait. On met ce truc de color blindness dont on a parlé dans l'épisode précédent rapidement. Non, mais on est tous dans un pays laïque, donc les religions n'ont pas d'importance, les couleurs de peau n'ont pas d'importance, etc. Et en fait, on déplace le problème du racisme, on met un couvercle dessus, en fait, on le traite pas. Ça permet de pas le traiter. Mais du coup, les gens qui grandissent dans ce pays-là, dont je fais partie, ne se rendent pas compte des racismes intégrés qui eux-mêmes véhiculent. Ils vivent dans une société extrêmement raciste, mais qui se cache de son propre racisme parce qu'elle décide de ne pas le regarder en face. Et je me souviens d'un moment où quand je vais chercher mon fils Marcel à la crèche, et une des dames qui s'occupait de lui est noire, et je parle de quelqu'un avec elle, et je dis cette personne est black. Elle m'a dit non mais Agatha, on dit pas black, on dit noir.
Parce qu'en fait, tu fais quoi là ? T'es en train d'atténuer la couleur de la peau. Enfin, T'as peur de lire noir ? Est-ce que tu dis white ? Et non, effectivement, et je me suis rendu compte que ces petites choses-là, c'était des espèces de racisme intégré et structurel. On dit black, soi-disant parce que ça fait cool, mais en fait non, c'est parce qu'on a peur de dire le mot noir comme si c'était un gros mot. Et du coup, c'est ce qui m'a permis aussi de me repositionner et d'assumer ma propre blanchité pour pouvoir enfin traiter le problème. Ouais. Du coup, je sais pas, quand je te raconte ça, Lirza, est-ce que tu as un vécu similaire, ça te parle ou comment tu te positionnes, toi ? Moi, c'est mieux. Moi, je vois pas la couleur. Oui, bien sûr, ça me parle. J'ai un vécu similaire et différent du tien. Donc, moi, j'ai grandi en Albanie. Je suis albanaise 100% jusqu'à nouvel avis parce que j'hésite à faire le truc où je crache dans une boîte et on me dit mes origines. Ah oui. Et peut-être je vais découvrir que je suis pas albanaise 100%. Oh, wow. Mais à ma connaissance et à notre connaissance, on est vraiment très très albanais. Bref, en Albanie, il n'y a pas de personnes immigrées, parce que l'Albanie, pendant longtemps, était le pays le plus pauvre de l'Europe. Donc, s'il y a eu des populations qui passaient par là, c'était en transition pour qu'elles aillent ensuite en Europe occidentale. Donc, en tant qu'Albanaise, moi, ma famille, mes amis, on n'a jamais été confrontés en fait aux voisins racisés ou aux voisins étrangers. J'ai grandi en tant qu'Albanaise avec des Albanais sans aucune identification raciale. Ça me traverserait jamais l'esprit de dire je suis blanche. Ensuite, je viens en Suisse, et en Suisse, ça s'est atténué, mais quand je suis arrivée, moi, en 2006, la population albanaise était beaucoup déclinée dans les médias, des criminels albanais, des voleurs albanais, tout ça. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience que je suis albanaise, en fait, et que c'est quelque chose. Et aussi, mon prénom, il a une particularité. Les gens, quand ils le lisent, ils savent pas le prononcer. Ah, ça vient d'où ? Donc, tout d'un coup, j'ai commencé à m'identifier en tant qu'albanaise. Et là où il y a une similarité avec toi, Agatha, c'est que du coup, en tant que personne étrangère en Suisse, en plus du pays, jusqu'à récemment, le plus pauvre de l'Europe, je me sentais clairement pas du tout du côté des oppresseurs, et je me sentais vraiment une petite fille qui venait de ce pays pauvre en fait. Et moi je pense que l'éveil sur mon identification raciale a vraiment commencé, je pense, grâce à Black Lives Matter, parce que le mouvement, je viens de vérifier, a commencé plus tôt que ce que je pensais, mais ça colle avec mon expérience. Il a commencé en 2013. Il a fait la une vers 2016 et tout, ça a explosé beaucoup plus internationalement, mais je pense qu'il y avait beaucoup plus cette discussion dans les médias, et ça prouve aussi l'importance de ces mouvements et que ça fait déplacer la discussion. Et je me rappelle que pendant un moment j'étais là, mais moi je suis pas blanche quoi, enfin moi je suis albanaise en fait. Et jusqu'à ce que je me fasse vraiment la réflexion que moi quand je suis dans le métro, vraiment j'avais cet exemple du M2, je suis blanche, c'est tout. Les gens me voient, je suis blanche. Et j'ai pas de discrimination parce que je suis noire dans le métro, on me regarde pas bizarrement, on n'essaie pas de cacher son sac parce qu'on va penser que je vais les voler. Voilà, je suis blanche. Et j'ai d'abord vraiment réalisé ça. Et j'ai surfé avec ça pendant un moment, en prenant aussi de plus en plus conscience du racisme intégré que j'avais. Enfin, je faisais ce travail-là de déconstruction. Mais récemment, ça a été encore une plus grosse claque par rapport aux colonies. Parce que moi, j'ai pas le souci du vécu que toi, t'as avec la Deuxième Guerre mondiale, parce que l'Albanie, c'est une parenthèse dans la Deuxième Guerre mondiale. J'ai aucun lien avec ça dans comment j'ai grandi. Et aussi, j'étais réconfortée par ce truc de... Moi, je viens d'un pays qui a été pauvre et qui a été con pour lui-même, pour plein de trucs, mais qui n'a pas commis de crimes contre l'humanité à l'échelle internationale. C'est pas un pays colon, on n'a pas mené de guerre, on n'a pas cherché à envahir, donc super. Jusqu'à ce que je réalise que malgré que tout ça, ça peut être vrai, le fait est que je suis blanche, et même si j'étais restée en Albanie, mais en tentant plus parce que j'ai bougé en Occident, en fait, je m'intègre dans un système où la blanchité domine, où en tant que blanche, j'ai énormément de privilèges, et que je veuille ou pas, je deviens complice et j'en profite. Et ça a été une immense, immense douche froide, parce que je me rappelle que j'ai fait le parallèle avec la domination patriarcale. C'est qu'il y a ce truc not all men, où plein de mecs vont dire « mais moi je suis pas violent ». En fait, c'est super que t'es pas violent, bravo, félicitations, si là est ta barre dans la vie, bravo. Mais en fait, tu profites du fait que certains mecs le sont. Parce que du moment que nous on sait que les mecs peuvent être violents, ça donne une autorité à la masculinité en général, en fait. Donc, même si le mec en face de moi n'est pas violent, il y a en moi une peur qui loge là qu'il peut le devenir, en fait. Ouais. La violence est une option. Et les hommes peuvent dominer par la violence. C'est pas moi qui le théorise ça, enfin, c'est quelque chose de connu. Et j'ai réalisé, de la même manière que des mecs non violents profitent de la violence des autres, en tant que meuf blanche, je profite de la violence de la blanchité, en fait. Ça, c'était très dur, juste au niveau existentiel, en fait. Parce qu'après, tu prends conscience de plein de trucs qui sont absolument terre à terre, c'est-à-dire peut-être que si on vivait dans un monde égalitaire, j'aurais pas le job que j'ai actuellement, parce que la concurrence aurait été plus féroce, parce que le monde aurait été plus fair. Mais en tant que meuf blanche, bah évidemment que la concurrence, elle est réduite, quoi. Moi, je dois me concurrencer avec d'autres meufs blanches et les mecs blancs, évidemment. Mais voilà, en fait, s'il y avait plus de gens dans le panier,
peut-être que j'aurais pas les opportunités que j'ai eues. Même pas mon job actuel, même quand j'étais serveuse. Quand j'étais serveuse, moi je voyais bien que ça change un peu, mais derrière le bar, on n'était que des jeunes meufs blanches et blondes, quoi. Et en cuisine Et en cuisine, c'est d'autres gens, voilà. Ouais. Et à la plonge, c'est que des gens racisés. Enfin, il y a des choses comme ça, en fait, que tu observes. Vraiment, je pense que moi, j'ai pris conscience parce que j'ai grandi dans un espèce de monde un peu de bisounours, un peu comme toi, Agatha, dans un sentiment de réconfort. Puis j'ai pris conscience, grâce aux mouvements sociaux, grâce à l'effort actif que j'ai fait d'empathiser avec d'autres populations et que je me suis instruite, en fait, et que j'ai écouté les gens qui parlent. Des fois, il ne faut même pas aller chercher loin. J'ai écouté tout Kif Taras. Ouais. Et c'est bien, quoi. Ouais. Donc ça, c'est un peu mon cheminement par rapport à ma blanchité. Et aujourd'hui, c'est chiant parce qu'aujourd'hui, je prends conscience de tout ça. Ça reste quand même très théorique et très intellectuel parce que je vis dans une bulle blanche. Moi, j'ai peu de potes racisés, mais je vis dans une bulle blanche. Donc, j'ai pas l'opportunité de me confronter tous les jours, de confronter mes biais tous les jours, parce que c'est comme ça qu'on les confronte aussi. Et je sais que j'ai plein de biais, et je sais que j'ai du racisme intégré parce que je l'observe, quoi. Et voilà, mon vécu. Et maintenant, on va donner la parole à Katinka, qui a un vécu encore autre chose, quoi, parce que comme on l'a dit avant, elle a grandi en partie au Rwanda. Oui, exact. Donc c'est vrai que comme je l'ai évoqué dans le premier épisode, pour moi c'est un petit peu l'inverse à certains égards en tout cas de ce que vous venez de décrire toutes les deux. Moi, ma blanchité, je suis née avec d'une certaine manière. Enfin, elle était d'emblée là. Comme je disais, je l'ai perçue du fait que j'étais pour le coup en minorité. Enfin, on était avec mes sœurs et mes parents en minorité. Et comme je l'ai dit aussi, il y avait ce double bind avec à la fois ce sentiment d'être au-dessus de la mêlée, mais au sens littéral, c'est-à-dire économiquement, par exemple, voilà, j'étais au-dessus. Et en même temps, en dessous, parce que coupable et parce que, je crois très prosaïquement, en tant que petite fille, je ressentais une immense injustice. C'était des scènes du type... on est dans la rue, on va au marché et on va acheter de quoi faire à manger, sauf qu'on va avoir les pouvoirs économiques et financiers d'acheter beaucoup de choses et d'aller aussi dans des petits supermarchés pour acheter d'autres biens considérés là-bas comme des biens de luxe. Du bon fromage. Voilà, exactement, des biens importés et autres. Et c'est des scènes où je me souviens de souvenirs très concrets où je mange quelque chose dans la rue et où je vois tout à coup en face de moi, un enfant, un petit Rwandais ou une petite Rwandaise qui me regarde avec des yeux genre j'ai faim et qu'est-ce que je fais ? Et alors mon réflexe parfois aurait été de partager, mais très souvent mes parents nous en empêchaient en fait, mais pas par méchanceté, mais plus dans un truc de protection. Enfin c'est compliqué parce que si on donne, il y en a 15 qui arrivent et comment on gère, enfin c'est plus complexe que ça et je crois vraiment moi avoir été marquée par, j'ai parlé avant de ma sensibilité à l'injustice et je pense que j'ai été exposée à ça tout de suite en fait d'emblée et je sentais l'injustice mais dont je bénéficiais. Donc c'est-à-dire les privilèges, c'est évidemment moi qui les vivais, moi et mes sœurs et ma famille. Et on allait le week-end faire du ski nautique au lac et on avait un Zodiac et on consommait du Coca et du Fanta en bouteille et des poulets grillés. Et voilà, enfin, c'est ça mon enfance en fait. Et on allait dans une école internationale avec des profs américains, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Tu veux parler plus de ce que ça t'a fait, ce double lien ? Je pense que ce double lien, il est vraiment quelque chose qui me constitue de manière hyper forte. C'est cette polarité, cette tension permanente entre deux pôles qui sont opposés. Et puis, ce tiraillement permanent sur quelle est ma place. Et puis, c'est vrai que moi, quand je suis rentrée du Rwanda en Suisse, il y a eu une scène très cocasse où ma mère avait écrit aux différentes communes dans lesquelles on allait être scolarisés, mes sœurs et moi, avec nos tranches d'âge respectives, parce qu'elle est enseignante, donc elle avait cette sensibilité de dire on va prévenir qu'il y aura des nouvelles arrivantes. Comme elle avait dit qu'on venait du Rwanda, puis qu'elle avait donné nos prénoms qui sont en plus un peu originaux, en gros, il y a eu un malentendu. Les gens pensaient qu'on serait noirs, quoi. On venait du Rwanda et on allait arriver. Et puis, quand je suis arrivée, mon premier jour d'école, j'étais scolarisée en 3P à l'époque, 5e actuelle Armos, à Saint-Sergue, une petite école de village. Non seulement la maîtresse, mais toute la classe, toute l'école s'attendait à voir débarquer une petite noire. Ouais. Et ils ont été mais vraiment déçus de voir arriver cette petite blondinette. Et ils étaient là, mais t'es pas noire en fait. T'es comme tout le monde. Ouais. Et j'étais là, non, je suis pas noire, désolée. En plus, ils s'attendaient à ce que je parle pas forcément bien français. Or, le français, c'est quand même ma langue maternelle, donc je le parlais très bien. Et du coup, ils comprenaient rien en fait. Ils étaient vraiment un peu perdus, quoi. Et il y en a plein qui m'ont demandé aussi, t'as vécu la guerre ?
Ça, c'était la question qui revenait toujours. T'as vécu la guerre? Et je disais non, parce que je suis partie avant. Et ça aussi, ils étaient très déçus, parce qu'ils auraient voulu que j'aie vécu la guerre, ils auraient voulu que je sois noire, et j'étais ni l'un ni l'autre. Je me souviens, ils disaient, mais t'es née en Afrique, donc pourquoi t'es pas noire? Et là, je me souviens que je devais expliquer que c'est pas parce que t'es née en Afrique que t'es noire. Ça dépend plus de la couleur de tes parents que de ton lieu de naissance, quoi. Mais ça, j'ai dû l'expliquer. Ouais, mais ça, j'ai dû l'expliquer des dizaines et des dizaines de fois. Je me souviens, ouais. Les gens ne comprenaient pas. Ça en dit long aussi sur les informations que les enfants recevaient à cette époque. Tout à fait, ouais. Et donc, le double lien dont tu parlais, comment tu nommerais chaque polarité, en fait? D'un côté, privilégiée parce que blanche, et de l'autre, toujours parce que blanche, mais pour le coup, privée de quelque chose. Et c'est bizarre de dire ça. Encore une fois, loin de moi l'idée de me victimiser, c'est pas ça. Mais j'ai été privée du sentiment d'appartenance. J'appartenais pas à l'endroit où j'ai grandi, j'appartenais pas à ces enfants du village avec qui on aurait pu imaginer qu'on joue, mais en fait non, j'appartenais à rien. Et quand je suis arrivée en Suisse, de nouveau, j'appartenais pas non plus complètement, j'étais ni noire ni blanche, j'étais un peu rien en fait. Ouais. Merci beaucoup Katinka de partager ça. C'est hyper intéressant comment on peut avoir relationné différemment avec notre propre condition, quoi. Et je pense que c'est le moment, avant d'aller plus loin, peut-être de poser le cadre théorique de la blanchité, de qu'est-ce que c'est finalement la blanchité du point de vue des sciences sociales. Katinka, si tu veux te prêter à l'exercice, comme tu as préparé quelque chose, est-ce que tu veux bien nous faire part de ta science? Oui. Merci. Bon, donc le terme blanchité, c'est vrai qu'à la base, en français, il a été proposé par une spécialiste en études sur le genre et la race qui s'appelle Judith Ezekiel. Ensuite, il a été défini plusieurs fois, notamment par Sarah Ahmed, qui l'a défini comme une histoire qui se poursuit et ne se termine jamais, qui oriente les corps dans des directions spécifiques, affectant la manière dont ils occupent l'espace et ce qu'ils peuvent faire. Très étonnante comme définition. Ouais. Je m'y attendais pas du tout. Moi, ce que j'aime bien dans cette définition, c'est l'idée que c'est évolutif, en fait. Ouais. Et ça oriente les corps. Sarah Ahmed, elle met l'accent vraiment sur l'idée du corps. Ouais. Comment le corps, il s'oriente dans l'espace, comment il occupe l'espace, et ce qu'il peut ou peut pas faire. Et elle part de là pour définir la blanchité. Et ça me rappelle aussi, je recite Romy, qui disait juste être un corps vivant, c'est politique. Ouais, complètement. Et puis Miano, Leonora Miano, dont on a parlé, elle insiste donc dans l'opposé de la blancheur, réflexion sur le problème blanc. Elle insiste vraiment sur les dimensions politiques et symboliques du terme. Et là, je cite Miano, 3 lignes. Fondée sur la race en tant que phénotype, pouvant à certains égards bénéficier à des non-occidentaux de ce point de vue, la blanchité s'est dotée d'une dimension politique qui en fait un avantage occidental dans les imaginaires mondiaux. Donc pour elle, la blanchité, c'est un statut que la couleur seule ne permet pas d'atteindre. Elle impose des distinctions même entre blancs, par exemple. Et t'en as parlé toi-même, j'ai trouvé ton exemple très éloquent, Agatha, quand tu disais, t'es blanche, mais tout à coup, t'étais polonaise, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, t'étais différemment blanche, quoi. Moi aussi, je trouve ça très intéressant parce que ça parle de ce truc... parce que j'étais albanaise, je me disais, mais je suis pas blanche. Mais parce que je sentais cette hiérarchie intra-blanc, en fait. Il y a différentes nuances de blanchité, quoi. C'est ça. Il y a des blanchités. Ouais. Exactement. Il y a des blanchités. Et puis, à l'intérieur même, il y a aussi l'idée des personnes noires peuvent être taxées de blanches du moment qu'elles adoptent certains comportements, on va dire certains codes, notamment vestimentaires par exemple, mais pas que évidemment. Finalement, cette notion de mouvement, elle est assez rejointe par, je crois, James Baldwin qui dit que on n'est pas naturellement blanc, on le devient, et que donc la blanchité, la condition blanche est un mensonge. Il n'y a pas une condition blanche, en fait, il y a des choses qui sont en mouvement en permanence, et donc tu peux passer justement de noir à blanc, enfin en tout cas de personnes racisées à blanc selon ton comportement, et le comportement qui passe souvent par la domination d'autres personnes pour pouvoir t'élever, en fait. Ça passe toujours par l'écrasement de minorités, et devenir à ton tour blanc, pas du point de vue de la couleur, mais du point de vue de la construction sociale, quoi. Exactement. Et moi, ça me fait penser à des Albanais que je connais, en fait, qui ont immigré aux États-Unis et qui sont racistes aux États-Unis. Ah ouais. Parce que, c'est une manière de devenir blanc, de dominer et d'accéder à ce rêve américain et ce statut de domination. Ouais. Après, moi, j'ai envie aussi qu'on parle quand même dans cette définition de la blanchité sur le fait de parler du groupe majoritaire par rapport au groupe minoritaire et du fait qu'ils s'autodéfinissent comme le neutre et donc on ne se définit pas. Il y a quand même ce truc-là dans la blanchité. En fait, on n'en parle pas, c'est assez nouveau de devoir définir la condition blanche pour pouvoir
avoir un dialogue, parce que tu peux pas étudier que la minorité sans avoir défini la majorité dominante. Et je trouve que c'est assez intéressant. Il y a Colette Guillaumin, qui est une sociologue qui commence à écrire là-dessus dans les années 70 en France. C'est la première, en tout cas française, qui pose le fait qu'il faut définir la condition blanche pour pouvoir parler et pour pouvoir faire des études sociologiques et parler de racisme, en fait. Et en fait, parler de blanchité, c'est parler de domination raciale au sens sociétal du terme. C'est de parler de la classe dominante, en fait. Ouais, c'est most important. Puis pour faire le parallèle avec le sexisme, c'est la même chose avec la masculinité. Absolument. En fait. C'est qu'on définit les hommes comme le neutre. Dans ma vie, c'est venu grâce au podcast Les couilles sur la table, où tout d'un coup, c'était un podcast sur la masculinité. Victoire Tuyon aussi, elle disait qu'elle savait pas, mais qu'en fait, aux États-Unis, il y a des branches d'études où on étudie les masculinités, parce qu'en fait, la masculinité n'est pas le neutre. Il y a aussi ce fameux exercice que quand un homme se voit dans le miroir, il se dit, je suis un être humain. Ouais. Quand une femme se voit dans le miroir, elle se dit, je suis une femme. Et on peut continuer l'exercice et dire, quand une femme noire se voit dans le miroir, elle se dit, je suis une femme noire. Elle se dit pas, je suis une femme, en fait. Enfin, j'imagine, je veux pas parler pour elle. Du coup, c'est extrêmement important en effet, de rappeler que ce qu'on appelle le neutre, en fait, c'est une subjectivité. Absolument. Et parce que tu fais partie du dominant, donc tu te définis comme neutre. Et je voulais faire la boucle sur ce que j'avais commencé à évoquer quand j'ai parlé de mon vécu de blanche, sur le fait que c'est tabou aussi, la question de blanchité, que quand t'abordes le truc, très souvent c'est hyper mal reçu, parce que ça confronte à tes propres privilèges et donc à la nécessité de déconstruire, de comprendre sa position, etc. Et encore une fois, moi, le pays d'où je viens, la France, donc, mais je crois qu'en Suisse c'est assez proche, il y a ce truc de c'est interdit d'en parler. Ouais. Et il y a vraiment cette revendication de non mais arrêtez, en fait, il n'y a pas d'histoire de couleur. Et d'ailleurs, le Front National, le Rassemblement National, donc les partis d'extrême droite en France, utilisent ce procédé-là pour retourner la question de la discussion raciale en disant « Attendez, mais nous, on parle pas de couleur, c'est toi qui parles de couleur. Donc c'est toi le raciste ou c'est toi la raciste. » Et faire ça, c'est vraiment une façon de retourner la question et de ne jamais en parler et donc jamais traiter le sujet, plutôt que de se dire effectivement, en fait, il faut définir tous les termes pour pouvoir parler en ayant toutes les clés en main de la conversation. Sinon, on parle de rien, il manque un bout, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Miano, dans le titre de son dernier ouvrage, c'est le problème blanc. Ouais. C'est exactement ça qu'elle fait. Elle inverse totalement la vapeur. Elle dit, le problème, il est là, il n'est pas ailleurs. Parce qu'on a tellement tendance à parler de l'inverse, mais non, elle dit le problème blanc. Elle fait bien la distinction justement entre blanchité et blancheur. Ouais. C'est pour ça l'opposé de la blancheur, parce que blancheur, on associe tout un imaginaire de quelque chose de pur. De pur, merci, le mot m'échappait tellement mon inconscient ne veut pas y aller, mais de pureté. Et puis en fait, c'est vraiment faire l'effort, comme tu le dis, de partir de là. Le problème, il est d'abord là, comme elle le montre, parce que le problème de la blanchité, c'est que c'est une catégorie qui s'est construite sur le meurtre, en fait, sur le sang des autres. Sur la colonie, en fait. Oui, la colonisation, mais la domination, tout simplement. Déjà. Et sur le meurtre, elle le dit très clairement. Elle le dit très clairement. Elle parle beaucoup de sang. Elle dit vraiment, elle y va pas de main morte en termes d'image, quoi. Ouais. Le fait de substantiver le terme blanc, en France, ça apparaît dans les registres coloniaux pour opposer les populations et pour définir finalement qui est dominant et dominé. C'est pour ça que je disais avec les colonies. Ouais. En Europe, il y a vraiment ce truc d'un coup, les pays construisent leur richesse sur la domination d'autres populations. Oui. Et c'est là que les liens hiérarchiques, qu'il y a une structure hiérarchique qui se construit, dans laquelle on peut évoluer d'une certaine manière. Puis il y a aussi toute une terminologie qui est développée. En français, on dit mulâtre pour parler des personnes qui sont métissées, entre blancs et noirs, etc. Donc il y a une terminologie, il y a le code noir qui est écrit, où les noirs n'ont pas les mêmes droits que les blancs. Bien sûr. Donc c'est vraiment la genèse de toute cette structure en fait qui existe encore pas au sens où le code noir existe encore, mais il y a encore des façons de se positionner et puis des structures dans la société qui font que les blancs dominent de facto. De facto, il n'y a plus de colonies en tant que telles, mais on sait bien que c'est bien plus complexe que ça et que si on se penche 2 secondes et demie sur un petit peu les marchés mondiaux actuels, on se rend bien compte que on est toujours dans des paradigmes de domination par l'Occident et puis de pillage des ressources tout simplement. Et c'est Françoise Vergès le nomme vraiment, c'est pour ça que je trouve hyper intéressant comment la question du féminisme se lie à tout ça et notamment l'articulation autour de la domination économique qui s'articule à la domination genrée, au pillage des ressources et donc à la question de l'écologie. Et actuellement ces choses-là sont toutes liées entre elles et reliées et dès qu'on tire le fil de l'une, on aboutit tout de suite sur toutes les autres en fait et on se rend compte que
tout ce système se tient. Et c'est d'ailleurs pour ça que le racisme, je pense, perdure à l'heure actuelle. C'est parce qu'il est de facto lié à de la domination économique, symbolique et au pillage de ressources. Et que si on attaque le racisme, on est aussi en train d'attaquer en fait tout un ordre mondial économique, etc. Capitaliste, quoi. Capitaliste, exactement, bien entendu. Et que du coup, ça remet en question beaucoup plus que ce qu'on croit. Et c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'on n'arrivera jamais, à mon sens, à bout du racisme tant qu'on n'arrivera pas à bout du capitalisme, en fait, parce Absolument. que les deux sont liés de manière intrinsèque, se sont développés ensemble, en fait, l'un sur l'autre, l'un sur la base de l'autre. Ouais, et le sexisme est aussi là-dedans, quoi. Donc finalement, quand on parle de blanchité, moi j'ai lu un livre qui s'appelle La domination blanche, qui a été écrit par Solène Brun et Claire Cosquet. Elles disent que penser la blanchité, c'est parler de domination blanche, finalement. Et je trouve que c'est intéressant comment elles disent, en fait, du coup, il faut répondre à des questions. Qui sont les blancs, donc les définir, comment ça se construit finalement la blanchité, en quoi consiste la condition blanche et pourquoi elle est avantageuse, comment se déploie la domination blanche et comment elle participe à la reproduction des inégalités raciales, et puis existe-t-il un seul camp politique blanc et comment se mobilise-t-il pour faire ou défaire le racisme. Donc pour elle, vraiment parler de blanchité, c'est tout ça. Quand tu commences à répondre à ces questions, tu vois toutes les structures apparaître finalement. Et tu peux plus nier la question de l'existence même de cette problématique de domination, quoi. D'ailleurs, pour ça, j'aimerais juste dire, parce qu'on est un podcast basé en Suisse, et c'est vrai que je pense qu'aussi en Suisse, il y a un espèce de confort vécu on n'est pas un grand pays colon, nous, on n'a pas ce passé-là. Et dans le même livre, on n'arrête pas de citer le même, de Leonora Miano, elle parle aussi de la Suisse à un moment donné pour dire que toute l'Europe de l'Ouest est concernée. Il n'y a pas un pays qui est épargné. Donc ce qu'elle cite, c'est une interpellation, La Suisse et l'esclavage, déposée par Joseph Lang, groupe des Verts et des Vertes, alternative canton de Zoug, le 21 mars en 2006, donc c'est assez vieux, donc je vais quand même le lire. Ouais. Ce Joseph Lang a dit que du XVIIe au XIXe siècle, des commerçants, des militaires, des scientifiques suisses ont été impliqués dans toutes les activités importantes de l'esclavagisme. Ils ont placé de l'argent dans les sociétés coloniales, ont participé aux expéditions du commerce triangulaire, ont pratiqué la traite d'esclaves et ont fait du commerce avec les produits issus de l'esclavage, et ont possédé des esclaves et donné leur caution idéologique et leur soutien militaire à l'esclavage. Selon les estimations, la Suisse aurait participé à la déportation et à l'exploitation dans les plantations de plus de 100 000 esclaves. Proportionnellement à la taille du pays et au nombre d'habitants, la Suisse a donc en moyenne participé autant que les autres pays européens à l'esclavage. Je pense que c'est important de le C'est très bien. C'est hyper bien que tu le fasses parce que c'est vrai que cette caution de neutralité que je peux plus entendre, c'est vraiment lourd, en fait. C'est vraiment une grosse blague et je comprends pas comment on continue à se draper là-dedans. Ça, alors moi, je l'ai découvert en lisant Leonora Miano, mais on sait aussi l'implication de la Suisse dans les guerres, Mais évidemment. Enfin bref. Donc c'est bien que tu le places parce qu'au moins... Mais même le commerce du cacao à l'heure actuelle pour de la fève de cacao pour le chocolat suisse, c'est une catastrophe. Il y a rien qui va, quoi. Moi, si je peux juste rester encore sur la notion de blanchité telle que je l'ai étudiée récemment en préparant l'épisode, j'aimerais juste revenir sur cette notion de meurtre parce qu'elle est glaçante, mais elle est réelle. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que je disais, c'est que le meurtre et la violence entre êtres humains est loin d'être le monopole des Blancs. Évidemment, c'est pas ça qu'on dit, mais les Blancs ont eu cette particularité vraiment d'inventer la race, en fait. De genre, à la rencontre des... Miano parle beaucoup des subsahariens pour parler vraiment de la population africaine que les Blancs, en colonisant le monde, ont découvert, en fait, à ce moment-là. En fait, c'est à la rencontre de ces deux populations-là, les Blancs ont inventé la race. Tout à fait. Ils ont inventé cet ordre mondial au nom duquel ils ont tué. Et c'est ça, en fait. Ils ont été meurtriers au nom du racisme. Tout à fait. Et ça, je trouve ça glaçant et horrible, mais c'est important de le poser, et je trouve ça très bien de la part de Miano de faire. En fait, c'est ça le problème blanc. Qu'est-ce qui vous est arrivé, les gars ? En fait, vraiment, qu'est-ce qui se passe, en fait ? C'est votre problème. C'est votre problème. Elle fait vraiment ça. Elle interpelle. Je trouve que son livre, il y a beaucoup de moments où elle interpelle. Moi, je me suis sentie interpellée à plusieurs moments. C'est quoi, en fait, que vous avez fait et qu'est-ce que ça vous fait ? Et ça, elle le pose aussi très clairement, notamment vers la fin de l'ouvrage, où elle dit, au final, maintenant, intéressons-nous à la marque indélébile qui
nous est laissé d'avoir fait ça et de continuer en fait à le faire. Et c'est une question qu'on se pose pas en fait d'habitude. D'ailleurs, cette question de marque indélébile m'avait trop touchée. Je vais juste lire la phrase parce que je la trouve vraiment géniale. À travers les politiques sociales et artistiques qu'ils créent dans les marges où leur pays les loge, ils dévoilent de plus en plus l'empreinte de l'Afrique sur l'Occident, sur l'Europe, de l'Ouest en particulier. Accepter cette marque indélébile, sans réjouir même, puisqu'elle témoigne d'une imprégnation par l'autre, est le premier acte de désamorçage de la fiction raciale. C'est ce qui pourrait arriver de mieux à la blanchité. Et je trouve ça très beau parce que, en effet, du moment qu'on parle de marque indélébile, là, elle parle de l'art. Elle parle même pas du meurtre commis, en fait. Elle parle de l'art et de l'influence culturelle. Ça met vraiment à niveau. C'est une tentative de mettre les gens en rapport réciproque et égalitaire. Parce que si on n'accepte pas la marque indélébile, c'est qu'on domine. Mais oui. C'est qu'on la bouffe. Oui. On la prend, on l'assimile. On l'a assimilée tant et si bien qu'on ne la voit même plus, comme tu l'as souligné. Elle est intégrée, quoi. Ouais. Exactement. Alors que là, c'est justement revenir en arrière et dire il y a une marque et en prendre conscience et en parler, en fait. Ouais. Et ça me fait penser à un autre épisode ensemble, Où sont les hommes féministes, où à un moment donné, on parlait du fait que qu'est-ce qui est arrivé en effet aux mecs. Les femmes, on est aussi dedans. Je veux pas du tout nous laver les mains. Mais c'est que, est-ce qu'il y a eu à un moment donné, philosophiquement, un truc qui s'est passé dans notre psyché collective où dominer égale à bonheur, où s'épanouir, c'est en fait d'être mieux que les autres, d'être plus fort que les autres. Et ça, c'est une blessure immense ou un problème immense, psychique, ou je sais pas si c'est psychique, mais un problème immense de comment on s'est construit collectivement, en fait. Et je parle même pas de activisme social, qu'est-ce qu'on valorise, l'amour c'est mieux que l'argent, c'est pas ça, c'est vraiment dans nos têtes, comment on s'est branché. Est-ce qu'on s'est branché en se croyant que la réussite, l'épanouissement, le bonheur c'est la domination? Et je crains que c'est ça le problème blanc et le problème masculin aussi. C'est que, en fait, c'est pas la voie du bonheur, c'est pas la voie de l'épanouissement, c'est pas la voie d'une vie comblée, en fait. C'est beau ce que tu dis. T'as l'impression qu'en fait, la domination, elle rime avec bonheur, mais parce qu'elle rime, pour moi, enfin, ce que je retiens de toutes mes lectures et de tout ce que je vois, le dénominateur commun, c'est quand même le capital. Ouais. Il y a quand même ce truc de si tu domines, tu gagnes de l'argent, enfin, tu t'enrichis sur le dos d'autres personnes. Ta femme travaille et quand vous vous divorcez, elle garde les poubelles avec les pots de yaourt et toi, t'as la maison et la bagnole. Et dans le cas dont on est en train de parler, tu t'appuies sur des populations que t'opprimes pour pouvoir aller voler leurs mines, leur richesse culturelle. Tu t'appuies sur elles et eux pour gagner de l'argent, quoi, finalement. C'est ça, en fait. Puis, est-ce que c'est un besoin fondamental de se sentir en sécurité? Du coup, tu dis, je vais garder pour moi ce capital pour être en sécurité. Je parle vraiment du point de vue humain, existentiel, en fait. Est-ce que c'est vraiment juste un truc qu'il faut soigner? C'est-à-dire, tu as un problème de hoarding, comment dire. D'où ça vient? Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais. Tu hoardes, en fait, trop de choses. Genre, tous ces milliardaires qui ont tellement de trucs, t'as un problème, dude. Pourquoi t'as autant de choses, en fait? Qu'est-ce que t'en as à foutre, en fait? Pourquoi tu veux autant de choses? Sans blague, ouais. J'adore comme vous reposez les questions. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ce côté, tu l'as très bien dit, Agatha, ce besoin d'accumuler. Alors, le problème est qu'il se fait forcément au détriment Mais c'est pour ça que c'est lié au capitalisme. C'est parce que c'est un besoin capitaliste. Absolument. D'accumulation de richesses, peu importe lesquelles, ou d'accumulation de capital, peu importe, économique, mais il peut être symbolique, il peut être... Bien sûr, il peut être d'autres niveaux, relever d'autres aspects. Et pour ça, je trouve que c'est hyper intéressant, cette idée. Il y a une blessure derrière, en fait. Parce qu'un psychisme bien équilibré ne devrait pas avoir besoin d'accumuler quoi que ce soit, en fait. Il devrait être dans quelque chose de l'ordre de l'échange, du partage. Ouais. Il ne devrait pas être anesthésié à la douleur des autres, comme ça. Eh oui. Ouais. Le problème, c'est qu'on nous éduque comme ça, et on a beaucoup parlé du fait de se regarder en face, et je me dis, nous, en tant que femmes blanches, alors on a des vécus très différents, c'est d'ailleurs assez fou de penser qu'on est 3 femmes blanches, et on a 3 vécus de blanches très différents. Un des trucs qu'on peut faire, c'est se regarder en face, puis dire, nous, on nous a aussi appris, on nous a aussi éduqués à être anesthésiés à la douleur des autres, Absolument. Et notamment de certains et certaines autres, Absolument. Plus que d'autres. Et moi, je l'ai dit avant, quand j'étais toute petite, et puis que je voyais un enfant, et j'étais en train de manger un truc, on m'a appris, on m'a coupé dans mon élan, et on m'a dit non, tu donnes pas. Ouais, tout à fait. C'est trop dangereux, et ça partait d'une bonne intention sans doute de la part de mes parents de me protéger ou de plein de choses, mais n'empêche que c'est ça qu'on nous a appris.
Et on nous a appris à être un peu insensible, encore plus à certaines personnes, certaines catégories de personnes, voilà. Ma famille vit en Pologne, j'ai des rapports sporadiques avec eux, mais en tout cas, je suis allée très souvent en Pologne quand j'étais enfant. Et puis, ils se réclament tous et toutes très fort du catholicisme, avec les valeurs soi-disant que ça porte, à savoir ouvrir sa porte, etc. Je parle de compassion et justement de partage, etc. Et il y a cette tradition à Noël qui est de mettre une assiette en plus par rapport au nombre d'invités qu'il y a. Et en fait, c'est tellement symbolique pour dire on ouvrira la porte à un mendiant de passage. Mais jamais qui ouvre la porte, vie, qui le fait. Jamais de la vie, j'ai vu qui que ce soit ouvrir la porte. Enfin, je veux dire, mes parents, à un moment, avaient ce truc de quand on a des amis qui sont seuls parce qu'ils sont pas allés voir leur famille et tout, évidemment, on les invite. Toutes ces traditions aussi, soi-disant, de partage de tes richesses, qui en fait sont un énorme bullshit et tout ça, avec lesquelles tu grandis et tu te rends compte en tant qu'enfant de leur hypocrisie. Mais est-ce que nous, on le fait ? Tu vois, est-ce que nous, à Noël, on ouvre notre porte à un ou une mendiante ? Non. Non, mais non. Bah ouais. C'est ça. Et moi, je vais te dire un truc que je viens d'y penser, et c'est symptomatique de l'éducation que j'ai reçue, parce que tu parlais du fait que tu voulais partager, et puis on te apprend à te protéger. Mais en fait, j'ai dit que j'ai pas été confrontée à des personnes non blanches, mais c'est pas du tout vrai. C'est qu'en Albanie, il y a une population importante rome. Ouais. Importante. Eh oui. Moi, j'ai grandi vraiment à les voir fouiller dans les conteneurs de poubelle. Tu vas à l'école et tu vois ça. Et pareil, t'apprends à t'anesthésier. Mais c'est clair que j'ai reçu clairement une éducation, je saurais même pas te dire comment elle était placée, fais attention, tu donnes, c'est bien, mais préserve-toi quand même. Oui, et c'est là que je te rejoins complètement, Katinka, c'est que clairement j'ai reçu cette éducation dont tu as parlé de s'anesthésier à la douleur des autres, mais de certaines autres personnes. Enfin, il y a une hiérarchie, quoi. Dans mon cas, clairement, la population rome en faisait partie. J'ai pas eu la population immigrée non blanche qui est devenue mon voisin, mais la population rome qui était en Albanie au même titre que moi, en fait. C'est clair que je m'étais anesthésiée à ça, ouais, c'était juste l'ordre des choses en fait. Oui, et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on intègre dès le plus jeune âge, et je pense que nous on a reproduit ça à Agatha sans le vouloir avec nos enfants, même si on essaye, mais on intègre quand même qu'il y a une sorte de hiérarchie. Ouais, exactement. Il y a des hiérarchies, il y a des gens avec qui tu partages plus qu'avec d'autres, et puis ça, voilà, et je sais pas comment faire à partir de ça. Pour moi, en fait, là, et c'est pas dans le script, mais c'est hyper intéressant, il y a une grande différence entre la question que tu poses là, à savoir comment tu réponds à ton enfant pour dire à qui tu donnes dans la rue. Mon fils, il dit toujours à qui on peut donner, à qui on donne pas. Je suis toujours très empruntée pour répondre et j'essaye de pas répondre à ceux qui le méritent parce que je trouve que c'est dégueulasse. Enfin, tu sais, ceux qui produisent quelque chose, qui font de la musique et tout, parce que ça continue à nourrir ce discours de capital. Genre, c'est le mérite. Donc ça, j'essaye de gommer. Et en même temps, c'est hyper difficile de donner une vraie réponse. Je me sens assez mal à l'aise parce qu'en fait, c'est pour moi la question de comment on se positionne dans la pleine conscience de notre blanchité et casser la domination, c'est pas répondre à cette question-là non plus. Et du coup, moi, je me sens assez empruntée personnellement, c'est-à-dire, je vais faire un travail de déconstruction, je prends la place que j'ai à prendre et tout ça, et je l'assume. Je ne trouverai pas de réponse à cette question-là. Qu'est-ce que je peux faire activement ? Comment je me repositionne avec tout ce qu'on vient de dire là pour ne plus reproduire des situations de domination et sans pour autant me positionner comme sauveuse, parce que là on se remet dans un truc de sauveuse blanche. Ça pose cette question-là de culpabilité que je trouve intéressante de poser là. C'est comment on gère cette culpabilité qui finalement, est-ce qu'elle génère quelque chose de positif ? Est-ce que c'est intéressant d'être dans la culpabilité blanche ? Ça, je sais pas. C'est une question que je pose. Et la deuxième chose, c'est comment je fais pour ne pas me positionner en sauveuse blanche ? Parce qu'on n'en veut pas de ça non plus. Et moi, j'ai pas envie d'être une sauveuse blanche parce qu'en fait, ça revient à évangéliser, et on revient à un truc colonialiste finalement. Je vous pose la question, est-ce que vous avez des opinions là-dessus ? Moi, j'ai une opinion, ouais. Et surtout, j'ai eu un événement avec mon neveu. Vraiment, il a commencé à pleurer parce qu'il a vu un mendiant dans la rue. C'était vraiment très touchant. Et je me suis retrouvée à lui dire que t'as raison de pleurer, le monde est injuste. Pas à lui dire oh ça va, tiens, on lui a donné 2 euros, machin, tout ça. Et je pense que, une des choses à faire, c'est d'enseigner que le monde est injuste. Oui, ça, je suis d'accord. Parce que moi, une des sources primaires de ma rage a été on m'a vendu un monde égalitaire. Oui, je suis d'accord. Et ça, c'était au niveau du sexisme à la base. On m'a vraiment fait croire
qu'on vit dans un monde égalitaire. Ouais. Du coup, je suis gaslightée par la société Ouais. entière parce que je me dis, si je me sens mal, c'est de ma faute. Ouais, ça, je suis entièrement d'accord. C'est moi la bizarre, en Ouais. fait, de pas être à l'aise avec cette Ouais. situation où ce mec est horrible. Ouais. Et en fait, je pense que c'est ça qui est important, de dire aux gosses que le monde est injuste. Oui, Genre, alors on est ça, à je te Disney rejoins. ensemble, t'as de la chance, en Ouais, fait. ouais. Mais pas pour lui dire, t'as de la chance. Mais juste qu'ils comprennent qu'il y a des gens... Ouais. que l'ordre mondial est injuste. Ouais, Et je pense que ça, c'est ouais. important. Ouais. Ah ouais, non mais ça c'est clair, faire la lumière, moi je dis à mes enfants que le monde est raciste, qu'ils sont traités différemment que d'autres enfants, et ça je le dis parce Et que je nous trouve aussi, on est à risque de le Ouais. faire, en fait. Ouais. Oui. Exactement. Ouais. Et qu'on corrige tout le temps ce qu'on est en train de faire, et qu'on se questionne, et qu'on a conscience de qui on est. Et ça, je suis absolument d'accord avec toi. Ouais, tout comme moi je dis aussi à mon fils, je lui parle aussi de la société patriarcale et je nomme, je Ouais. dis patriarcat Ouais, et c'est ça. j'explique ce que c'est. Moi je suis d'accord, j'ai une énorme souffrance pour ma part d'avoir grandi dans un monde qu'on m'a vendu d'une certaine manière alors qu'il n'est pas comme ça. Mm. Ça, je te rejoins complètement et je pense que c'est en train de bouger gentiment parce que il s'agit de courage aussi. Hein, je veux dire, de dire que le monde est injuste, c'est pas simple parce que les enfants, ils questionnent ça. Bah, pourquoi? Et puis, on sait pas. Bah ouais, C'est une grande pourquoi? question. Ouais. Parce que des Blancs sont allés en Afrique. Parce que le capital. Ouais. Ouais, enfin c'est ouais, c'est compliqué quoi. On a mis les mots race à Oui. plusieurs reprises, etc. Je voulais quand même faire un point entre la race et les races, faire une distinction. Quand on parle des races, c'est celles qui sont appuyées sur une espèce de théorie d'hégémonie de la race blanche par rapport aux autres races et qui biologisent en fait qui on est selon notre ethnie, notre provenance, qui n'est pas du tout le mot qu'on utilise. Nous, on utilise le mot race au sens socialement construit de la race parce que c'est important de l'utiliser parce qu'il décrit une réalité sociétale et sociale qui s'appuie pas du tout sur des théories fumeuses suprémacistes. Mais d'où le mot blanche. racisation justement. Oui, alors là on n'y est pas encore, mais Ah ok. Pardon. j'y Ok, viens. ouais. Je pense que c'est important qu'on puisse juste préciser ça parce qu'on est allé assez loin dans la discussion sur la blanchité et quand on utilise le mot race, c'est vraiment dans sa construction sociale. Ah non, mais c'est là où alors je pense qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Ou alors j'ai mal compris ce que tu as dit, parce que moi, quand on utilise le mot dans la construction sociale, là on dit racisation. Et sinon on dit pas race. Race, c'est justement quelque chose qui est plus trop utilisé parce qu'il est rattaché aux théories fumeuses. Je suis assez new to the thing, donc, Ouais. mais je m'appuie sur l'ouvrage de Sarah Mazouz qui s'appelle Ouais. Race Ouais. au singulier. Ouais. Et qui justement, pour elle explique ça. Elle dit les races s'opposent à la race et la race donne racisation ou Ok. racialisation. Ok. Trop intéressant. Donc vraiment, c'est Ok. ce truc de si tu parles des races, bah, ça veut dire que tu considères que biologiquement on est différente, Ouais, on est différent. ok. Par contre, si tu dis la race, tu parles du fait social. Du coup, de ce qui structure le racisme sociétal finalement. Ok. Le mot racisé, donc, qu'est-ce qu'il décrit aujourd'hui? Parce que ça, c'est le mot qu'on utilise Oui. aujourd'hui. Racisé, Ouais. c'est une construction sociale qui te positionne dans la société, dans la structure raciste de la société ou racialisante qui produit de la race. C'est-à-dire ça te définit par rapport à une personne blanche dans sa blanchité, quoi. Ça veut dire que tu n'es pas blanc. C'est ça, en fait. Ça Tout replace simplement. le fait que le Ouais. blanc est vu comme neutre dans Exactement. la société et pas racisé. Je voulais parler aussi de la blanchité parce que je vois, Katika, qu'on a beaucoup communiqué dans les notes. Oui, Moi, j'écrivais des choses c'est et toi, vrai. tu me disais non. Non, ouais, c'est juste. J'avais mis dans les notes, la blanchité, il y en a une, il n'y a pas des blanchités. Et toi, tu dis, oui, il y a des blanchités, puis tu as tout à fait C'est raison. moi qui ai dit ça. Ou toi, donc, C'est moi ok, qui ai pardon, communiqué. c'est avec toi qu'on communiquait. Ouais. Donc, tu as tout à fait raison, il y a des blanchités, comme on l'a déjà dit. Moi, je voulais le dire ça dans un autre sens. C'est que souvent, quand on parle de féminisme et de vécu de femmes, on dit, il n'y a pas la femme, il y a les femmes, parce qu'il y a des vécus multiples de femmes. Et en fait, je disais ça, il y a une blanchité pour le dire aux personnes blanches. Viens pas me dire... Not all white people, parce que moi je suis une personne blanche avec un vécu différent, parce qu'en fait il y a un truc qui s'appelle la blanchité, et que tu veuilles ou pas, t'en fais partie en fait. Et c'est pour ça que je voulais aussi poser le cadre d'une blanchité rigide, même si elle est mouvante quand t'es dedans. Mais quand t'es en discussion avec les gens qui disent non mais mon vécu personnel est différent, bah super, mais t'es blanc quand même. Oui, oui, clairement. Et puis, moi, je disais les blanchités parce que moi, en tant que blanche polonaise, entre blancs, je suis quand même d'une catégorie blanche inférieure. Toutefois, je reste blanche. C'est ça. Et donc ça, c'est indéniable. Malgré que Et t'es Agatha, que t'as ton au vécu. regard du monde Exactement. et de l'immense majorité des personnes, je reste blanche. Et Ouais. finalement, c'est important de le retenir. Si on veut rentrer dans les détails je suis quand même opprimée parmi les dominants. Je suis une dominante un peu dominée par d'autres personnes. Ouais, ok. Bon.
Du coup, tout ça amène au fait qu'on s'est posé la question de qu'est-ce que la blanchité. On a reposé le cadre de la race et d'être racisé. On a commencé à parler de la culpabilité. Je pense que c'est important peut-être de faire un pas en arrière en disant il nous faut reconnaître qu'il y a un privilège blanc pour pouvoir commencer le travail. C'est un peu comme reconnaître on fait partie de la classe dominante et qu'il y a une condition de la blanchité qui fait qui nous confère des privilèges. Je fais juste une aparté parce que je reviens sur mon vécu en tant que Française et dans la République française dans laquelle j'ai grandi, qui est une réponse à tout et qui est une réponse fausse, incomplète et qui ne traite pas les sujets et qui les met à la poubelle. Je pense à des partis politiques d'extrême gauche qui balayent la question de la blanchité et du privilège blanc en disant « Quoi, vous avez jamais vu de blanc pauvre ?» Et je trouve que c'est hyper important de le poser là parce qu'en fait, à conditions égales, et d'autres sociologues et théoriciennes le reprennent, à salaire égal, la personne blanche aura toujours un temps d'avance sur la personne racisée parce qu'elle sera moins discriminée, etc. Oui. Et ça, c'est indéniable. Et c'est pas parce que tu domines que tout le monde est riche. C'était ça le truc. Ouais, tout à fait. Quand tu dis ça, ça permet de quand même ancrer cette question de domination et de blanchité parce que t'es obligé de traiter le sujet. Ouais. Peut-être qu'une fois que ça s'est posé, du coup, ça pose la question... tu voulais continuer, Lirza, avec la question de la réparation. Ouais, déjà, la question de la culpabilité, tu l'as déjà abordée, Katinka, merci beaucoup. T'aurais plus de cadres théoriques par rapport à la culpabilité blanche à nous poser ou t'es fatiguée là? Il y a l'idée, en tout cas, d'une chose... qui est intéressante, c'est qu'une fois qu'on reconnaît sa propre blanchité, c'est comme enlever les œillères, c'est source d'une immense souffrance, en fait. On a hyper mal parce qu'on l'a dit et on se sent emprunté, quoi. On est un peu là, on parle, on discute de trucs, mais tu l'as dit aussi, à un moment, t'as dit, je me sens un peu mal à l'aise. Moi aussi, je le ressens là un petit peu. Je me sens un petit peu comme si on marche un peu quand même sur des œufs et puis c'est un peu complexe, quoi, toutes ces questions. Puis on nous a enlevé les œillères là où on est en train de le faire depuis 1h30 et puis en même temps... 1h30, t'es gentil. Ouais, 3-4 mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh ben, il y a la notion de réparation. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On commence à réparer. Ouais. On se bouge, en fait. On fait quelque chose. Et c'est pour ça que ce podcast, il sort pas peut-être tout à fait de nulle part. De parler de ça depuis 7h, 8h, comme on vient de le dire, sans compter les nombreuses séances de préparation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait pas trop ce qu'on fait. On n'est peut-être pas hyper au clair sur où on va, mais au moins, on essaye un truc. On fait quelque chose. On met en route une discussion, on initie quelque chose. Et je sais que moi, c'est un petit peu aussi indirectement ce que j'ai fait dans ma thèse. En fait, ce travail, c'est aussi de dire je sais pas exactement. Franchement, honnêtement, je vais être honnête, c'est une recherche au bout de laquelle j'ai plus de questions que de réponses, mais comme beaucoup de recherches, je dirais en sciences dures également. Mais on a avancé un petit bout, on a créé des passerelles, on a essayé, il y a des gens avec qui on a eu des débats, voilà, on a fait ça, quoi, voilà. Quand tu dis on enlève les œillères, il y a ce truc, et la douleur, il y a ce truc d'injustice, mais attends, mais moi j'ai rien fait pour mériter ça, c'est un peu, je pense que les hommes qui se rendent compte qu'ils sont des dominants et qui... Bref, ils doivent vivre la même chose, c'est pas pour empathiser avec eux ou pour leur dire pauvre de vous, mais c'est pour dire, il y a une réalité qui est genre, j'ai rien demandé. Ouais. Ok. T'as rien demandé, peut-être ta famille c'est pas des colons, malgré tout, en fait, le fait que ta condition soit celle-là, tu produis. Et oui. Tu continues à produire des discriminations en fait, par le fait même de ton existence. Bah oui. Ça permet aussi de se dire, en fait, je suis quand même actrice. Ouais. Même si je suis née et que je l'ai pas choisi, je participe à la perpétuation d'un système. Et du coup, là, maintenant, je commence à bosser et je peux être active. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est intéressant aussi de se repositionner comme ça. Puis moi, je voulais aussi parler de la notion des réparations. Je ramène les choses à la thune, comme toujours. Oui, mais en fait, il y a une notion très concrète de réparation économique. Oui, bien sûr. Je vais la dire comment moi je la comprends. Si on prend l'exemple des États-Unis, mais l'Europe, l'Occident entier, en fait, c'est enrichi sur le dos d'un travail gratuit. Tout à fait. Et continue à le faire, il faut quand même le dire. Et continue à le faire. Ouais. Et le fait est qu'aujourd'hui, les États-Unis, la France, la Suisse, ce sont des pays riches grâce à ce travail gratuit. Ouais. Et aujourd'hui, d'avoir, si je prends l'exemple assez palpable des États-Unis, d'avoir cette population qui a été esclavagisée un jour et qui ensuite a été affranchie, exactement, je trouve ça absolument normal de la part de cette population anciennement esclavagisée qui disent « Where's the money ?» Mais oui. Rendez-nous l'argent mais c'est pour le travail fait gratuitement. Ouais.
et pour toutes ces richesses que vous avez. Ça devient extrêmement crispé et polémique comme discussion, alors que je vois pas pourquoi ça l'est. Ça me semble une des demandes les plus logiques du monde. Légitime en tout cas, mais oui, c'est clair. C'est clair que c'est compliqué de faire des calculs. Ça, je l'accorde à tout le monde, en fait. Mais n'empêche, ça serait possible. C'est pas si compliqué que ça. Il existe des tas de registres avec des chiffres très exacts, je peux te dire, de manière assez incroyable, au centime près. Donc, je pense bien au contraire. On peut chiffrer ça au centime près, à mon avis. Au centime près. Avec l'inflation, ça va faire mal au sac. Ça va faire mal. Évidemment que ça va faire mal. Mais ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est non seulement une demande qui est légitime, mais qui, je pense, marcherait en fait. Un bon bout, ça marcherait en fait. S'il y avait la possibilité de réellement, tout à coup, sortir cet argent et puis le redistribuer aux personnes concernées, je veux dire, un bout, ça aurait un effet, quoi. Faut quand même le souligner, je pense. Parce que là, on est dans un cercle vicieux juste infernal. Je prends encore l'exemple des États-Unis parce que c'est plus palpable, mais c'est loin d'être le seul. C'est que ces personnes qui ont été esclavagisées, quand ils sont affranchis, du coup, ils ont pas la même éducation, ils n'ont pas pu aller aux Ivy League comme les Blancs aux États-Unis, ils n'ont pas pu avoir cette culture, je sais pas moi, de confiance en fait que vient avec le fait de venir d'une famille riche blanche. Donc en fait, ils se retrouvent à avoir des jobs moins privilégiés, même si les lois sont là, alors qu'elles ne l'étaient pas pendant longtemps, puis elles le sont toujours pas tout à fait, mais même si les lois sont là, la population qui a été anciennement esclavagisée est dans un cercle vicieux où elle a un passé douloureux et non privilégié, donc elle reste dedans. Donc en effet, injecter de l'argent, injecter de la réparation, et la même chose avec les quotas dans les emplois que les gens n'aiment pas, parce qu'il faut employer les gens les plus compétents, en fait ça sert à ça. La discrimination positive. Et à ce sujet, je recommande la série Réparation. C'est une série qui se trouve sur le Fil podcast de Kif Taras. Il y a 7 épisodes qui sont vraiment excellents. Ça parle de réparation économique, mais aussi de procédures judiciaires, d'un procès historique qui a eu lieu où la France était sur le banc des accusés de la Cour internationale. Ça parle aussi de stratégies d'avocats et avocates activistes qui prennent les institutions d'assaut, les noient en fait avec des procédures différentes pour la reconnaissance de divers types de réparation. Ça fait très longtemps que je l'ai écouté, mais je vous recommande fortement d'aller le faire. Et ça explique aussi cette loi qui a été votée en France en 2001, la première loi qui qualifie l'esclavage de crime contre l'humanité. Ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que toutes ces mesures-là, concrètement, c'est toutes des mesures qui pourraient être prises, en fait. C'est pas impossible, en fait. C'est à notre portée, en fait. Il y a la question de tous ces pillages culturels qu'on a rapidement évoqués, mais j'ai lu en préparant le podcast un chiffre qui m'a fait halluciner. Donc, la France a volé aux colonies, à ses colonies diverses, leur patrimoine culturel, différents statues religieuses, différents masques, plein de choses, plein d'objets qui méritent d'être vus. Et puis, j'ai lu que 10% seulement des objets qui sont gardés en France sont exposés. Oui, ils dorment dans les caves, littéralement. Déjà, pourquoi on les rend pas ? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est pourquoi on les expose pas ? Pourquoi on fait pas, on donne pas plus à voir ? Pourquoi on n'assume pas le passé déjà réparé ? C'est aussi s'excuser, en fait. Oui. De montrer les choses, reconnaître sa responsabilité. Et la France a fait pas mal de pas en avant, en arrière, en avant, en arrière. Différents présidents ont fait des demandes pour aller parler des colonies, puis ils rétro-pédalaient, ils changeaient les noms, finalement, des cérémonies et ou des musées. Il y a le fameux Quai Branly, qui est le musée Chirac, qui reste une espèce de n'importe quoi. Enfin, je sais pas si vous y êtes allé, mais qui est un n'importe quoi où la scénographie, elle est pas pensée, il y a tout qui est foutu au même endroit. Moi, je trouve totalement indigeste ce musée parce que... C'est une catastrophe, Oui, c'est une catastrophe absolue. En fait, on met un maximum de choses dans des vitrines en disant, alors des masques de machin, les masques de là, et tu te rends compte surtout de l'ampleur de la collection. Il y a une espèce de silo en verre à côté duquel tu passes pour essayer d'encore caler des trucs à exposer. Et voilà, et quand tu sais qu'il y a 10% des choses qui sont montrées, mais pourquoi c'est ça ? Il y a quand même aussi dans la réparation le fait de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de tous ces objets et comment... Mais tout à fait, c'est des objets, comme tu dis, qui ont été accumulés de nouveau, quoi. Cette accumulation d'objets, et qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui ? Et c'est des vraies questions, Là, ça dépasse la question économique. Enfin, ça y retourne aussi, mais ça parle aussi d'un patrimoine culturel, identitaire... c'est clair. Qui est nié, en fait. Moi, j'ai été à Bordeaux il y a 1 année et quelques, et j'ai été voir le musée de l'Aquitaine. Justement, je crois que le musée, qui avait déjà une exposition, a été modifié et adapté suite à la loi que j'ai citée tout à l'heure, où la France a voté pour reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et en fait, quand tu arrives au musée, il y a un peu d'espoir. Enfin, je me voilais pas trop la
face, mais quand t'arrives, il y a un panneau qui te parle de cette loi et qui t'explique en fait, dans le cadre de cette nouvelle loi, il y aura des informations sur l'esclavagisme et le rôle de Bordeaux en fait dans le commerce triangulaire. Et en fait, j'ai sorti les images, ce qui m'avait vraiment saoulée, c'est à quel point il reconnaissait tout à demi-voix. C'est horrible parce que, comme tu disais, Katinka, en fait, c'est tout à fait possible d'entreprendre des démarches pour effectuer des réparations, mais il n'y a pas la volonté. Et il y avait des panneaux. C'est comme s'il y avait eu l'histoire de Bordeaux dans ce musée, et on est venu insérer un peu des nouveaux panneaux pour parler aussi d'eux un peu, parce qu'il faut, maintenant c'est la loi. Ouais, c'est hyper drôle. On est venu vite rajouter un petit peu par-ci par-là, des petites notes. C'est drôle et c'est affligeant en même temps. Ah bah c'est affligeant, ouais. Genre, pour parler du port, de l'activité portuaire commerciale et du port de Bordeaux, il y a un texte qui finit avec « Les besoins entiers en esclaves conduisent les armateurs bordelais à développer le commerce triangulaire de la traite des Noirs, qui représente moins de 5% des expéditions coloniales de la ville. » Juste, c'est pas beaucoup. Ouais, tu vois, tu sens ce truc genre... Ah oui, attendez, oui, mais c'était rien. Au lieu de dire plus de... Ouais, ou donner des chiffres horribles, parce que c'est des gens, tout ça. Moins de 5% des expéditions coloniales de la ville en moyenne au XVIIIe siècle. Bordeaux doit sa richesse au commerce de denrées produites par des esclaves, plus qu'à la traite elle-même. C'est ça que vous voulez dire ? C'est ça que vous aviez à dire, en fait. Ah, c'est horrible. C'est genre, c'est que moins que pour 5%, puis c'est les denrées, pas la traite elle-même. Du coup, c'est bon. Du coup, c'est pas très grave. Mais c'est quand même des esclaves qui travaillent. Mais ça, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est pas eux qu'on vend. Eux, ils sont déjà achetés. Exactement. Au lieu de dire tant... Bref, il y avait des infos. Je dis pas qu'il y avait rien, mais c'était vraiment à demi-voix. Après, il y avait un panneau, la traite des Noirs. Ça commence comme ça. Vraiment, le panneau commence comme ça. Comme beaucoup de civilisations, les sociétés africaines pratiquaient l'esclavage. Point. La demande européenne dope cette pratique. En mode, c'était là, on en a juste profité, certes, mais aucune reconnaissance. Tu commences la phrase avec les sociétés africaines pratiquaient l'esclavage. Tu te dis pas genre, en fait, on a pratiqué l'esclavage. Ça commence pas comme ça. La demande européenne dope cette pratique, et du Sénégal à l'Angola et en Afrique de l'Est, les autorités et les marchands africains vont tirer des bénéfices substantiels de la traite. Genre, on est à Bordeaux, et tu centres le discours sur les bénéfices substantiels tirés par les pays en Afrique, en fait. Waouh. What the fuck are you doing? Ouais, c'est énorme. C'est le musée de Bordeaux. J'ai pris des photos, parce que j'en revenais pas. Les captifs proviennent surtout de guerres ou de rapts. Ils sont parfois enfants d'esclaves ou vendus par leurs parents lors des famines. Ça, c'est... On n'y pouvait rien. Et ouais. Ça, elle en parle, Miano, aussi, le fait qu'il y avait quand même des Noirs qui esclavagisaient les autres. Et que les films français adorent montrer ces Noirs qui oppriment leur propre population. Exactement. Les mères vendaient leurs propres enfants. Mais alors qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, que je refuse? Au fur et à mesure de la demande européenne, les marchands africains mènent des razzias de plus en plus loin dans le continent et beaucoup de captifs meurent avant d'atteindre la côte. Tu vois, c'est même pas arrivé en Europe. Ouais. Au fil du temps, les lieux de traite se déplacent et après 1780, les marchands bordelais achètent des esclaves au Mozambique et à Zanzibar. Les bateaux négriers s'approvisionnent de rade en rade et la traite dure de 3 à 6 mois, ce qui a une forte incidence sur le taux de mortalité des premiers captifs embarqués. C'est pas de notre faute qu'il y ait autant de morts, en fait. Je trouve ça vraiment affreux. Je me sens très mal en lisant ça. Parce que je sens vraiment cette reconnaissance à demi-voix, ce truc de... C'était déjà là, on s'est servi, puis de toute façon, ils meurent, mais c'est pas vraiment notre faute. Et puis en mauvaise plus, gestion. Ils se esclavagisent parmi, donc on n'y peut rien. Merci d'avoir retrouvé les textes originaux, c'est hyper intéressant. Mais ce que je trouve vraiment fou, c'est à quel point ça montre, justement, précisément, on parlait de responsabilité. Parce que là, on emploie, on a des chiffres, on a des mots, et puis c'est le storytelling. Ouais, c'est comment tu le racontes. Comment tu racontes l'histoire, et c'est là où on a une responsabilité. Parce que cette même histoire-là, tu viens de donner un exemple hyper éloquent, tu peux la raconter bien autrement. Oh oui. Big time. Ouais. Donc en fait, c'est là notre responsabilité. Ouais, exactement. C'est dans le storytelling en fait. Et c'est pour ça que, enfin, pas que, évidemment, pas que, mais beaucoup. Et puis, je crois qu'il y a la réparation économique, c'est un bon bout. Il y a la réparation, effectivement, à travers des actes légaux, c'est-à-dire de la jurisprudence, ou je ne sais pas exactement, je ne viens pas du domaine.
Et il y a la reconnaissance à travers du storytelling, quoi. Ouais, Vraiment. le narratif. Le narratif, les mots. Et c'est hyper important, en fait. En fait, je trouve clairement qu'on a une responsabilité sur comment on raconte les choses, le narratif qu'on pose si on est dans une position de raconter quelque chose, mais on l'est tout le temps. Et aussi, on a une responsabilité sur l'esprit critique qu'on a sur la blanchité, notre propre blanchité, mais aussi nos camarades blancs. Par exemple, voilà, quand tu vas visiter le musée de l'Aquitaine à Bordeaux, de garder en tête que nos camarades blancs et nos camarades blanches ont de la peine à se regarder en face, et que si on veut les regarder en face et se regarder en face, garder un esprit critique quand on lit ce genre de texte, et puis pas juste gober ce qu'on lit là et dire voilà, enfin, comme toutes les civilisations, les Africains pratiquaient l'esclavage et puis nous on l'a juste dopé, enfin qu'est-ce que tu veux, on est une petite partie de cette chaîne. On en revient à nommer les choses, en fait. Nommer les choses, accepter que les choses ont un nom pour Ouais. pouvoir les traiter. Finalement, c'est drôle parce que on a dit qu'on utilisait beaucoup le mot empathie, mais on utilise aussi beaucoup le fait que nommer les choses, c'est les faire exister. Bah oui. Comme on en a parlé dans le sexisme, sur le fait de féminiser plein de mots et tout ça. Ouais. Nommer les choses telles qu'elles sont, c'est les faire exister et du coup pouvoir commencer à en parler, quoi. Mais oui, et c'est pour ça que ça me fait toujours rire. Là, je fais une petite parenthèse, parce que c'est un Vas-y. sujet qui me tient hyper à cœur, mais parce que je supporte pas les gens qui montent au créneau sur la question du langage inclusif, épicène, qui disent mais je comprends pas pourquoi et tout. Je comprends pas. À chaque fois, j'ai envie de leur dire, mais en fait, c'est quoi que tu comprends pas ? En fait, c'est simple comme bonjour, quoi. Les mots qu'on utilise, ils façonnent notre imaginaire et donc notre manière de découper le monde. Donc, c'est quoi que tu comprends pas dans le fait que du moment que tu mets aucune femme là-dedans, on va pas les voir après, Bah oui. on va pas pouvoir imaginer le monde avec. Et je comprends pas, j'ai envie de dire aux gens, mais en fait, c'est simple Ouais, comme tu veux bonjour. pas comprendre. Ouais, Ouais. Mon fils, il a compris ça, il avait 3 ans, quoi. Ouais. Et c'est parce qu'on revient à cette idée que oui, le langage, il façonne notre vision du monde. Oui, en fait, c'est les mots qui font ça, c'est le pouvoir Ouais, des mots. et en quoi. fait, on est une espèce de narration. Ben oui, on est une espèce, oui. les êtres humains, on est une espèce de narratif, de narration. Le soft power, et c'est le truc le plus puissant, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça Et- que je fais de la traduction. Ouais, je comprends. Parce que c'est ça, c'est le pouvoir Je des comprends. mots, en fait. Mais oui, je comprends vraiment. Je sens que je me suis vraiment énervée, là. On s'est bah ouais, on s'est mais tout emballé là, on est monté, Ouais, chaud, on est monté dans les tours. Ouais. Je prends une petite vidéo, ça vous embête pas si une photo, pardon. Non, bien sûr. C'est juste pour avoir un souvenir un peu de ce moment. Ce moment qui se termine moment. pas. C'est clair, il nous reste plus que 2 heures. Non, je crois qu'on arrive au bout Ouais, après on ça. arrive. Bon, et on parle de réparation, évidemment, on n'a pas toutes les solutions, mais je pense que déjà ces points-là, ils sont importants et nécessaires, et puis après ça se construit et ça se travaille. Moi, je voulais faire un point qui sorte un peu comme ça, mais je trouve que c'est important parce que je l'entends beaucoup dans les médias en ce moment, et ça me touche parce que c'est des trucs sur lesquels je me suis beaucoup interrogée moi-même par mes vécus divers. C'est, j'aimerais dire une bonne fois pour toutes que le racisme anti-blanc n'existe pas. Non, mais attends. Sauf contre toi, Lisa, mais c'est pour d'autres raisons. Moi aussi, je souffre. C'est parce que t'es trop belle. Ouais. Cette blague d'excellente qualité Je me suis faite. sentie, je sais pas Ça y pourquoi, est, j'ai fait obligée un de la faire. AVC de nouveau, c'est la fatigue. Oui, le racisme anti-blanc n'existe pas pour plusieurs raisons, mais la principale étant que même quand tu te fais traiter de sale blanc dans la rue, en fait, c'est une insulte entre deux individus, et le racisme, Non, mais surtout, c'est mérité. bah bien sûr, c'est clair, c'est mérité. Pardon, je suis vraiment fatiguée. C'est bien, il faut rigoler parce qu'en fait, c'est tellement, Je suis un fatiguée. sujet tellement puissant qu'on a... C'est chargé, ouais, On c'est a pu chargé. rigoler. Ouais. C'est le moment de tout lâcher. Et bien qu'en fait, le racisme, c'est une structure qui s'appuie sur des faits historiques et des faits sociaux et des faits relatés. Et en fait, il n'y a pas d'histoire de racisme anti-blanc. Ça n'existe pas. Dans l'histoire, c'est les blancs. C'est la blanchité qui domine toutes les autres ethnies. Et c'est cette structure-là qui existe. Et donc, il n'y a pas de racisme anti-blanc, même si on te traite de sale blanc, et même si ça te... ou de sale blanche, et même si ça te vexe, parce qu'on te renvoie à ta condition, en fait, c'est quand même une condition de domination. Et donc, s'il vous plaît, ça n'existe pas. Ouais, même chose avec le sexisme anti-homme. Non, ça n'existe pas. C'est beaucoup traité dans les médias et l'extrême droite l'utilise beaucoup. Mais en fait, ce qui est terrible, c'est que ça vient coloniser la pas extrême droite. Ouais, tout à fait. Ça vient coloniser Partout, en fait ouais. tous les partis. Je suis d'accord. Et ça devrait pas être traité, quoi. Ouais, quand il y a un crime qui est commis sur une personne blanche, en fait, c'est pas un crime raciste. Non. Pour peut-être rebondir là-dessus, enfin aller dans une autre direction, mais c'est aussi cette question de je ne suis pas raciste. Beaucoup de gens vont dire je ne suis pas raciste parce que idéologiquement ils disent mais moi je trouve pas que une personne blanche est supérieure à une personne noire. Puis c'est très bien de pas le penser parce qu'il fut un temps il y a pas si longtemps que ça on le pensait. On donnait des arguments biologiques et tout ça donc on n'en est plus là. C'est très bien. Mais je souhaite quand même dire à toute personne blanche que
juste parce que idéologiquement tu le penses pas, ça veut pas dire que tu n'as pas du racisme intégré. C'est ça. Et que ça demande de la remise en question. C'est ça. Qui est de tous les jours. Et moi, je vais me sacrifier, je vais donner un exemple personnel, parce que j'ai non seulement du racisme intégré, j'ai déjà du sexisme intégré alors que je suis une femme. Ouais. Donc évidemment que j'ai du racisme intégré, faut arrêter. J'ai grandi dans une société à domination blanche, j'ai reçu cette éducation-là, c'est inévitable qu'on l'ait tous. Donc en fait, c'est pas une question de pointer quelqu'un du doigt, parce que je pense que tout le monde porte ça. C'est clair, c'est sûr. Et dire, moi je suis pas raciste, c'est vraiment croire que t'es une exception bizarroïde. Ça peut pas être vrai. Et j'aimerais donner un exemple personnel, que par exemple, récemment, j'observe que quand je suis en présence de personnes racisées que je connais pas, dans une gare par exemple, j'occupe l'espace comme un homme blanc. C'est-à-dire, si d'habitude, quand je vois un homme blanc, je me décale pour qu'il puisse passer, parce que lui, il occupe l'espace parce qu'il est chez lui, voilà. Moi, je fais la même chose avec les personnes racisées, en fait. Et j'ai réalisé ça à la gare de Bordeaux, encore une fois. Arrête d'aller à Bordeaux. C'était vraiment une expérience bouleversante. Non, mais vraiment, j'étais à la gare comme une bosse, là, et avec ma valise, et il y a une femme noire qui passe. J'ai réalisé après ce qui s'est passé, parce que j'étais dans mon monde, comme si je possédais le monde, en fait. Elle m'a dit plusieurs fois, genre, excusez-moi, j'en ai eu rien à foutre. Du coup, elle passe devant moi, elle me roule un petit peu la valise sur le pied, parce que j'étais pas foutue de me déplacer, puis elle a très bien fait de pas me contourner, d'ailleurs. Et j'ai juste pu, in extremis, me retourner vers elle, puis lui dire, je suis désolée, c'est moi. Je me suis réveillée au dernier moment, mais j'ai réalisé que c'était pas du tout innocent, c'était pas du tout parce que, je suis trop dans ma tête, je suis dans ma bulle, parce que si c'était un homme blanc, de manière complètement inconsciente, j'aurais fait la place, parce que j'ai été éduquée à respecter les hommes. En fait. Je me demande si ça avait été un homme blanc, tu te serais même pas rendu compte que tu faisais ce mouvement, il est passé dans l'inconscient. Exactement. Et tu le fais. Exactement. Ouais. Alors que là, dans l'inconscient, je l'ai pas fait. Tu l'as pas fait, ouais. C'est le racisme intégré. Je suis blanche, j'occupe le fucking espace. C'est pour ça la définition de Sarah Ahmed, elle dit c'est comment le corps occupe l'espace, c'est exactement ça. Ouais, tout à fait. C'est ça la blanchité. Donc c'est juste pour dire que un autre travail qu'on peut faire en tant que blanc et blanche, c'est réaliser ce truc que le champ de bataille, c'est d'abord nous-mêmes. C'est la même chose avec le sexisme. Et il faut se remettre en question en partant du principe que tu es raciste. Et entre guillemets, c'est pas ta faute. C'est ta faute si tu refuses de le reconnaître. Ouais, exactement. Ouais, de comprendre aussi que certaines blagues qui semblaient normales parce qu'elles font partie du paysage audiovisuel sont racistes en fait. Et c'est pas non, j'ai pas d'humour. En fait, c'est raciste, donc je ne ris plus de ça. J'ai plus envie. Ouais. Moi, je pense que j'ai dû faire des blagues racistes plein, parce que c'était la mode dans la société dans laquelle j'ai grandi. Il y a ce truc dont on avait parlé avec You. J'avais tendance à dire naturellement à mes enfants, parce que c'est un truc qui est normalement accepté, que non, je vais pas acheter ça parce que ça a été produit en Chine par des enfants. C'est absurde. Je peux dire, j'ai pas envie d'acheter ça parce que ça parcourt le monde et que j'ai envie qu'on prenne des choses de proximité. Mais de dire, ça a été fabriqué en Chine par des enfants, c'est méga, méga raciste. J'ai parlé tout à l'heure de ce truc de dire black plutôt que noir. Ça, c'est un truc aussi à intégrer dans la langue française, de pas dire noir. Moi, j'en découvre. C'est un peu, tu sais, t'ouvres une malle, puis tu t'en sors un, tu fais « Ah oui, celui-là aussi. Ah oui, celui-là aussi. » Puis tu le déconstruis et tu t'améliores. Et c'est constant. Et moi, dans la même veine, il y a un truc que j'essaye de faire, mais je me rends compte justement, et là, de nouveau, je suis dans la même démarche que toi, Lirza, où je me mets un peu à nu. Je me rends compte qu'il y a plein de fois où j'ai pas le courage de le faire. Il y a des fois où je le fais, puis d'autres fois où consciemment, je me rends compte que j'ai pas le courage de le faire. Parce que, je sais pas, vraiment, je vais être honnête. Quoi. Des fois, c'est dur, quoi. Ouais. Suivant le contexte, je suis là, tant pis pour cette fois. Mais c'est de laisser passer des commentaires ou, comme tu as dit, des blagues légèrement à connotation raciste ou autre, et puis de les laisser passer, de rien dire. Ouais. Et en fait, c'est pas OK. Comme je dis, il y a plein de fois où j'interviens, et puis suivant le contexte, suivant mon degré de fatigue, de sensibilité du jour, il y a des fois où je laisse passer, suivant le contexte et suivant qui le dit, je sais pas, tout à coup, c'est ton boss ou des trucs comme ça, ouais, réellement. Bien sûr, ouais. Et du coup, tu laisses passer un truc et en fait, après coup, je suis là, non, c'est pas OK. Et en fait, c'est de nouveau notre responsabilité de veiller à ça, en fait. Non seulement de pas en produire nous-mêmes et de pas en dire, ça c'est clair, mais en plus de pas en laisser passer quand on en entend, quoi. Parce que ça nous est pas dirigé et on peut retourner dans ce confort blanc. Exactement. Finalement, c'est pas contre nous, on est safe et puis voilà. Ouais, je comprends. Écoutez, on arrive gentiment à la fin. Je pense qu'on pourrait continuer pendant des heures. Il y a aussi une fatigue qui s'installe. Ouais. Katinka tousse. Moi, j'arrête pas de tousser, c'est parce que j'ai avalé un petit bout de noix de pécan de travers. Ah merde. Ah oui, et en plus, elle fait des selfies et tout, elle est partie là. elle est passée à autre chose. Et donc, on va gentiment wrap up. Moi, je voulais du coup juste redire ou dire 2-3 choses qui me tenaient à cœur. Avant, j'ai parlé de ce truc peut-être existentiel que, en tant qu'êtres humains, en fait, on a peut-être intégré à un moment donné que dominer égale à bonheur. S'épanouir, c'est la même chose que être meilleur que les autres. Et j'aimerais juste dire qu'en fait,
en faisant ça, c'est dégueulasse, et je parle même pas de l'injustice des autres, c'est dégueulasse en termes de qualité de vie. À quoi ressemble ta vie en fait? Et moi j'ai une espèce de joie, en préparant l'épisode je disais que cet épisode je le fais aussi pour moi-même, alors que différemment des autres épisodes que je fais pour moi-même, mais je fais aussi pour sensibiliser, celui-là j'avais vraiment besoin de le faire pour moi, pour me soigner moi en fait, parce que je considère vraiment que faire partie des dominants c'est une vie de merde. Et c'est très important de dire que je suis pas en train de me victimiser, je suis pas en train de dire les blancs souffrent aussi, parce que c'est pas une vie de merde en termes de capital, en termes de opportunités financières, opportunités de travail, des privilèges, accès au bien-être. C'est pas du tout ça. Je parle plus à un niveau existentiel, que je me permets un peu de définir comme ça, tel que je le sens en fait, c'est que du moment que tu domines, tu ne relationnes pas, tu écrases. Et on revient aussi à cette marque indélébile que les autres peuvent laisser sur nous. Du moment que tu te laisses pas marquer de manière indélébile par les autres, du moment que tu domines, moi je trouve que la qualité de l'existence, c'est même pas la vie, c'est la qualité de l'existence, elle est nulle. On ne communique pas de manière jouissive. C'est pas intéressant de dire je suis mieux que toi. Avant, on parlait du fait qu'on est une espèce de narratif, de narration. On est aussi une espèce de relation. On a besoin de relations. Ça, c'est quelque chose de même biologique en fait. On n'est pas une espèce solitaire. Et la qualité des relations quand on est dans des dynamiques de domination, c'est de la merde. Vraiment, je trouve que ce n'est pas une existence qui vaut la peine d'être expérimentée. Et je trouve ça dégueulasse. Et en fait, je trouve ça trop bien pour moi de faire cet épisode parce que ça permet de sortir des cases. Parce qu'on est élevé et éduqué à rentrer dans des cases, déjà dans le genre, blanc ou pas blanc, donc racisé ou pas en fait. Il y a les classes sociales, il y a se marier, être la femme d'eux, il y a le statut social par la profession, tout ça. Ce sont que des cases. Et ce ne sont pas, à mes yeux, la vie. En fait, c'est parce qu'on n'expérimente pas la vie de manière libre. Alors je pense que c'est extrêmement compliqué de dire, pour quiconque, de pouvoir dire j'expérimente la vie de manière libre, mais en fait quand t'es une personne privilégiée telle que moi je suis, t'es susceptible d'être piégé dans des cases, parce que t'as beaucoup à perdre. Au niveau des privilèges, j'ai beaucoup à perdre. Au niveau de la réputation, j'ai beaucoup à perdre. Au niveau du statut, j'ai beaucoup à perdre. Mais en fait, être dans des cases, c'est juste jouer des scénarios, c'est juste go through the motions, faire des choses. Et en fait, c'est pas éprouver la vie. Et c'est ça aussi que je trouve très intéressant et très, très important de déconstruire les cases. Au-delà des injustices sociales dont on a parlé longtemps, c'est pour soi-même en fait, d'avoir accès à la vie, un sentiment de liberté, à ce truc de goûter, de essayer des choses, et puis voilà. Et pour moi ça c'est très très important. Et je trouve que la vie de dominant c'est de la merde au niveau existentiel, pas au niveau matériel. Trop beau. Merci beaucoup. C'est bon, j'ai fini. Hyper inspirant, hein, à part ça. Hyper beau et en même temps, t'as pris tellement de hauteur là pour cette conclusion, c'est juste on est en train de planer. Ouais, on plane, mais il faut... J'ai fumé, t'as pas vu avant. Non mais c'est hyper beau. Comment ça a été pour toi, Katinka, cet enregistrement ? Ça a été une expérience. Vraiment, mais marathon. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que justement, je trouve ça rejoint exactement. Je fais le lien et la boucle est peut-être bouclée un petit peu. Ouais. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Pourtant, on avait beaucoup préparé et puis j'avais, je crois, exprès pas trop projeté. Trop bien. Ouais, je me suis vraiment laissée Cool. un peu surprendre et puis vivre le truc et je l'ai vécu comme une expérience. Et alors pour le coup, je l'ai vraiment vécu comme un moment de partage authentique et un petit moment de liberté. Où on a pu cool. tout à coup juste Trop dire beau. plein de trucs et sortir, comme tu dis, des go through the motion. J'adore comme tu as en fait exprimé cette idée-là. Go through the motion, c'est pas intéressant, effectivement, parce que ça, c'est ce qu'on nous apprend à faire, mais quand même, très, très largement, on aspire à un petit peu autre chose, quoi. Et en fait, souvent, tout le trajet, ma trajectoire de vie se résumerait à découvrir what are my motions, actually. Oui. Ouais. À travers ce genre de discussion et d'échange, j'ai pas de réponse, mais j'ai un petit peu pu exprimer my emotions, quoi. Ok. Ouais. Ah, trop cool. Ah, je suis contente. Trop beau. Et Merci. toi, Agatha, c'était comment? Pour moi, c'était passionnant, hyper riche. Moi, en fait, j'expérimente de façon générale avec le podcast et avec celui-ci aussi beaucoup de joie dans le travail qu'on fait, parce que ça rejoint quelque part aussi ce que vous avez dit, c'est ce truc de se regarder en face, vraiment, avec honnêteté et avec aussi les parts sombres. Et je trouve que ça ouvre des perspectives sur le monde et ça vient combler des curiosités. Et je trouve qu'il y a une façon de relationner honnêtement aux autres et à soi-même qui est hyper joyeuse. Moi, ça me procure beaucoup de joie. De venir travailler contre l'injustice, c'est aussi quelque chose qui me meut beaucoup. Et j'ai un peu l'impression de pouvoir agir, en fait, en ayant ces conversations, en étant peut-être entendu, mais en tout cas déjà à notre niveau, à notre échelle de 3 individus dans une pièce. Et pour moi, ça, c'est hyper réparateur, quoi.
Trop bien. Ouais, c'est hyper précieux. Ouais. Et cette idée de réintégrer un peu nos parts d'ombre, ça me fait penser à cette citation de Jung qui dit « Ne visons pas la perfection, mais la totalité Ah, waouh. C'est beau. Ouais, bravo Young. Trop bien. Tu veux faire le outro? Ouais. C'était Les Poissons sans bicyclette, un podcast indépendant lausannois. Féministe. Un podcast féministe et antiraciste lausannois. Il y avait Katinka, Lirza et Agatha. La musique est produite par Les Poissons, le podcast est produit par Les Poissons. Et nous avons un Patreon si vous souhaitez nous soutenir, qui est patreon.com/lespoissons sans bicyclette, tout en pluriel, où dès 5 francs par mois, vous pouvez nous soutenir et avoir accès à un peu de contenu exclusif. Et ça nous permet vraiment de défrayer pas mal de choses, notamment... de la bière. De défrayer la bière d'Agatha, mais aussi de parler des fois des gens qui se déplacent, on paye leurs déplacements, on produit des stickers, des badges, et puis on paye la plateforme de diffusion du podcast. Donc ça nous permet vraiment de défrayer. Même une petite contribution permet au moins d'effectivement de participer aux frais, parce que mine de rien, faire un podcast, c'est pas gratuit, et autant vous dire que notre travail est 100% gratuit. Oui, ça on n'arrive pas à se payer, ça c'est sûr. Alright, merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Pour votre fidélité. Et pour votre joie. Merci beaucoup, Katinka. Merci à vous. Tu fais partie de ces gens qui a offert beaucoup de temps au podcast. On s'est vu 3 fois et l'enregistrement était très long. Et merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'était un honneur pour moi d'être l'invité du podcast. Honneur partagé. Merci beaucoup. Allez. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.